Bonjour et merci d'être présent à ce webinaire. Euh, Merci de prendre du temps aujourd'hui avec nous en ce premier jour de reconfinement pour plusieurs d'entre vous. Mon nom est Simon Will et je vais être votre animateur. Bienvenue au troisième webinaire, comme je disais, de la série de l'UQPF s'invite chez vous. Le sujet aujourd'hui est les jeunes générations et la finance. Donc, le titre est Jamais trop tôt pour penser à ses finances. C'est présenté par David Trouon, qui est planificateur financier. Par contre, avant d'aller retrouver David Trouon, nous allons avoir une minute avec Rose-Marie Charret, qui est psychologue et conférencière, qui va nous parler en fait des différentes émotions vécues par les plus jeunes générations en relation avec les finances. Donc, regardez, Madame Charret, je vous cède la parole. Et moi, de mon côté, je vais arrêter mon share. Et voilà. Bonjour, écoutez, ça me fait plaisir de parler avec vous du sens de l'argent et du sens de l'argent qui n'est pas nécessairement le même pour tout le monde. On sait que l'argent, ça a une valeur évidemment très objective, mais ça a aussi une valeur psychologique qui varie selon différents facteurs, mais notamment selon l'âge parce selon le point où on est dans la trajectoire de notre vie, on a peut-être différentes valeurs. Qu'est-ce qu'on recherche par rapport à l'argent? On recherche de la sécurité, mais aussi de la liberté. Alors, quand on est plus vieux, on recherche plus de sécurité. Quand on est plus jeune, on recherche plus de liberté. Mais aussi, on peut avoir une attitude plus raisonnable ou plus impulsive. Alors, la plupart du temps, pas toujours, les personnes plus âgées sont plus raisonnables et les personnes plus jeunes sont plus impulsives. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord tenir compte des différences individuelles parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont raisonnables et en recherche de sécurité et il y a aussi des personnes plus âgées qui sont impulsives et en recherche de liberté. Si on veut vraiment passer un message puis vraiment aider les gens, il faut tenir compte de la position où ils sont, non seulement par rapport à leurs finances, mais la position où vous êtes par rapport à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous à court terme? Qu'est-ce qui est important pour vous à long terme? Et surtout, le sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie est un sentiment essentiel pour tous. Notre bien-être psychologique dépend beaucoup de la capacité d'avoir un certain contrôle sur notre vie. Or, un contrôle sur notre vie dans les différentes sphères, y inclus dans la sphère financière, ça contribue au bien-être des personnes. Bonne formation et j'espère que vous allez trouver l'information, mais aussi l'inspiration pour avoir donné une meilleure orientation aux différentes sphères de votre vie, y inclut les finances. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Charest. C'est fort intéressant et c'est le fun d'en apprendre un peu plus sur ce que nos jeunes vivent par rapport à leur relation à l'argent et les émotions qu'ils vivent actuellement. Maintenant, est-ce trop tôt pour penser à ses finances? La réponse avec David Truong. Alors, David, je te laisse la parole. Tout va bien? Parfait. Merci beaucoup, Simon. Je pense que tout fonctionne. Alors, merci beaucoup pour l'introduction. Alors, moi, je suis planificateur financier. Et justement, aujourd'hui, le sujet qui est nécessairement qu'on dit pour les jeunes, on doit définir qu'est-ce qu'un jeune. Hein? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a 50 ans n'est pas jeune. Alors, je vous dirais que la conférence d'aujourd'hui s'adresse quand même pour la majorité des Québécois, en fait, des gens. Alors, vous pouvez y trouver votre compte. Vous allez voir que quand on parle de, comme qu'on l'a dit tantôt, il y a différents types de valeurs, différents types de projets qu'on va voir tout ensemble. Alors, sans plus tarder, on va aller directement dans la présentation. Je vais présenter mon écran. Alors, jamais trop tôt pour penser à ses finances. Alors, non, on va aller comme ça. Excusez-moi. Non, on va recommencer ça. On s'entend qu'on s'adapte
à tous les jours sur la technologie ici. Alors, share screen, on va présenter l'écran. Bon, on recommence. Alors, jamais trop tôt pour penser à ses finances. Alors, c'est sûr que lorsqu'on commence dans notre carrière, c'est pas nécessairement les finances qui nous excitent le plus. Généralement, quand on commence la carrière, c'est parce qu'on veut commencer à travailler dans le domaine qu'on a étudié ou qu'on veut rentrer dans un monde où est-ce qu'on est très passionné. Alors, les finances ne sont pas nécessairement la première priorité qui viennent à notre esprit. Alors, ce que je vous dirais que maintenant, même pour les finances, indirectement, vous le pensez déjà, même si ce n'est pas tagué finance. Alors, on parle plutôt de projets. Alors, les projets, on a différents types de projets, vous et moi, alors que ce soit un projet qui est à court terme, projet à moyen terme, long terme, mais les projets, il y en a de plusieurs sortes. Alors, les projets, il y en a des projets qui se autofinancent par eux-mêmes, qu'on n'a pas besoin de financement, mais il y a des projets qui requièrent un petit peu plus d'amour et un petit peu plus de planification. Donc, c'est là où est-ce que le planificateur financier peut venir à votre disposition puis venir à votre aide pour justement concrétiser vos plans, vos objectifs. Alors, quand on parle de projet, alors si je vous pose une question, quels sont vos projets? Bien, nécessairement, vous avez peut-être différents types de projets qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les miennes, que nécessairement les mêmes que chez le voisin. Alors, les projets, il y en a une tonne et une tonne et une tonne. Alors, c'est là où est-ce que, comment peut-on vous aider à réaliser vos projets? Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est sûr que on ne pourra pas aller dans chacune des sphères de tous les projets qui existent, mais on va aller dans l'élément fondamental, dans l'élaboration de la préparation du projet. Alors, on va regarder aussi aujourd'hui, donc comme j'ai mentionné, l'agenda pour aujourd'hui, c'est comment démarrer un projet. C'est quoi les procédures de démarrer un projet. On va aussi, quand on parle de projet, on a des projets personnels, mais on a des projets en affaires aussi. Donc, puis surtout ces temps-ci, le côté affaires est un milieu qui est très discuté, très débattu dans notre quotidien. Alors, puis il ne veut pas dire que non plus que c'est impossible de se partir en affaires en temps de COVID. Alors, par exemple, vous avez un projet qui peut être de longue date, partir en restauration. Alors, sachant que maintenant, à compter d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller manger dans le restaurant, est-ce que votre projet est tombé à l'eau? Je ne pense pas, mais c'est sûr qu'il y aura un petit peu plus de planification à faire à court terme. Moi, je dis la planification à court terme là-dessus. J'espère que ce genre d'économie ne va pas rester à long terme, mais il y a certes, il y aura des projets d'affaires qui peuvent toujours se concrétiser même en temps de COVID. Et par la suite, c'est sûr que comment on va partir en affaires. Donc, on va voir tantôt qu'est-ce que le planificateur financier peut vous amener à une valeur pour concrétiser votre projet. On va aussi regarder le côté des dettes. Parce que oui, autant que le jeune que les plus âgés, je ne veux pas dire l'autre mot, mais que les plus âgés ont des dettes. Alors, comment doit-on rembourser les dettes? Alors, c'est sûr qu'il y a différents types de dettes, autant qu'il y a différents types d'épargne. Donc, il y a une façon de gérer notre propre dette. Alors, il y a une façon de prioriser notre dette et en ordre prioritaire. Et quand on parle de rembourser les dettes, je vous dirais de plus en plus vrai que maintenant, où est-ce que les taux d'intérêt sont bas? Alors, le monde se pose beaucoup plus la question, sachant que dans un temps économique maintenant, il serait peut-être intéressant d'épargner que plutôt de rembourser la dette. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que je dois prioriser le remboursement de ma dette ou bien prioriser d'épargner? Mais là, comme je vous ai dit tantôt, il y a beaucoup de types de dettes. Mais il y a autant d'épargne. Alors, on parle d'épargne, on parle de comptes non enregistrés, on parle de REER, on parle de CELI. Et j'en passe, puis il y en a toujours qui viennent apparaître de temps à autre. On parle du RVER. Donc, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du régime volontaire d'épargne retraite. Alors, qu'est-ce que je dois prioriser? Est-ce que c'est le remboursement de ma dette
ou épargner. Alors, c'est là où est-ce qu'on va voir certaines situations pour vous éclairer là-dessus. Et bien sûr, à la fin, il y aura une petite période de questions. Alors, encore là, comme Simon vous l'a mentionné tantôt, on vous encourage de poser vos questions dans le Q&A. Alors, commençons par démarrer un projet. Alors, comme je disais tantôt, la finance n'est pas nécessairement penser tôt à vos finances, c'est comment on peut concrétiser vos projets. Alors, les projets, il y en a de tout ça et il y en a, c'est sûr que le projet le plus long terme, c'est la retraite, mais encore là, comme vous et moi, on vient de commencer en carrière et la retraite n'est pas nécessairement ce que l'on pense. Il y a certainement des semaines où est-ce que j'espère ne pas travailler, mais la retraite définitive n'est pas demain. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres types de projets que je vous dirais qui seraient à court terme, donc, que généralement, lorsque on rentre, ben, c'est un peu les projets communs qu'on a tout le monde. Alors, par exemple, vous avez certains exemples de projets ici à l'écran où est-ce qu'on pourrait décider de, bon, ben, je voudrais m'acheter une maison. Mais quelle sorte de maison que je voudrais m'acheter? Est-ce que ça serait une maison en plein milieu urbain? Ces temps-ci, ce n'est pas ce qui est le plus populaire. On peut aller en campagne aussi. Et est-ce que c'est quel type de maison? Donc, ça, c'est souvent le premier gros projet en début de carrière auquel que l'on pense. Et lorsqu'on rentre dans le projet de maison, bien, on dirait que tout découle en même temps. Par exemple, on veut s'acheter une maison. Et par la suite, ben, c'est le mariage. Parce que, veux pas, je vous dirais que moi, je l'ai déjà vécu. Je vous dirais que la maison, le mariage, les enfants, tout arrive tout d'un coup. Alors, ça commence à être beaucoup de projets en même temps. Et surtout lorsqu'on vient de commencer en carrière. Vous avez aussi d'autres projets qui sont un peu plus, comment dire, osés. Par exemple, prendre une année sabbatique. Donc, une année sabbatique pour dire, c'est quoi, je viens de commencer à travailler, mais je voudrais en profiter beaucoup plus tant que j'ai aucun engagement pour l'instant, aucun engagement, que ce soit financier ou familial, que je n'ai pas d'enfant encore. Donc, je voudrais prendre une année sabbatique et profiter un peu de faire des projets assez spéciaux sur une année. Donc, on entend souvent prendre une année sabbatique pour voyager, mais je vous dirais que voyager ces temps-ci de COVID, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Donc, peut-être que ce projet-là a été repoussé, mais reste en soi que ça reste un projet qui peut être financé. Et aussi, on va regarder le partir en affaires. Donc, partir en affaires qui est un projet, mais qui implique un petit peu plus de planification pour le planificateur financier et la collaboration de plusieurs intervenants, autant du niveau comptable qu'au niveau fiscal et juridique. Alors, on va voir dans les différentes sphères de projet, mais ce qu'on peut voir aussi, pour ces projets-là, ils ont tous le même plan fondamental. C'est qu'ils exigent une planification financière, il existe une préparation pour que votre projet soit réalisable. C'est sûr qu'on connaît toutes on a toutes des idées farfelues ou des idées où est-ce qu'on dirait « Ah, ben je voudrais me partir en affaires » mais si on a vraiment le cœur à ce projet-là, ben il faut passer à travers un processus de préparation, un processus de planification. Donc, ils ont tous le même processus. Donc, démarrez un projet, puis prenez le projet qui est propre à vous et vous pouvez même prendre l'information qui est à l'écran puis l'appliquer à votre propre projet. Donc, il y a 3 étapes cruciales dans la planification d'un projet, la planification financière. Donc, tout d'abord, vous avez votre objectif et on doit évaluer votre situation actuelle. Donc, votre situation actuelle, c'est en fonction de tout ce qui est financier, principalement. On parle nécessairement de la valeur nette. Donc, la valeur nette, c'est par définition les actifs moins les dettes. Donc, ce qui donne votre valeur nette. Donc, si votre valeur nette est positive, vous êtes en bonne ligne. Mais si votre valeur nette est négative, ben c'est là que vous avez plus de dettes que d'actifs, ce qui n'est pas mauvais non plus. C'est sûr que quand on commence dans notre carrière, on n'a pas encore tout accumulé des sommes d'argent phénoménales. Alors, on commence généralement avec des dettes étudiantes, des cartes de crédit. Donc, c'est normal d'avoir des dettes lorsqu'on est en jeune âge. Et je vous dirais que même rendu quand on va avec le temps, à 40 ans, 50 ans, il y en a que leurs valeurs nettes sont négatives, mais il y a toujours des façons qu'on peut rectifier ça. Mais il faut évaluer votre situation actuelle tout de suite. Le deuxième point qu'on peut regarder, c'est le coût de vie. Le coût de vie, par définition, c'est tout ce que vous dépensez par année.
Donc, on peut le faire par année, par mois, quitte que ce soit quotidienne aussi. Mais généralement, on sait un peu notre budget qu'on peut dépenser par mois. Alors, votre coût de vie va vous permettre de dire, ben, c'est quoi présentement, sans nécessairement me priver de toutes les autres sphères de ma vie, mais je veux concrétiser ce projet. Alors, combien je peux dégager, combien je peux avoir de flexibilité après avoir tout payé mes dépenses personnelles. Bien sûr, on va regarder l'épargne. Alors, l'épargne pour dire, ben, si j'ai un projet qui est propre à cœur puis j'ai besoin de certaines mises de fonds, par exemple l'achat d'une maison, alors, quelles sont mes épargnes actuelles? Alors, les épargnes, ça peut varier autant du REER, CELI et j'en passe, mais est-ce qu'on a déjà un élément qu'on peut travailler avec, donc votre épargne actuelle. Les renseignements budgétaires, ça vient un peu avec le coût de vie. Le renseignement budgétaire, c'est vraiment pour voir, dans un cas où est-ce qu'on a une valeur nette négative, est-ce qu'il y a une façon de dégager un surplus budgétaire? Alors, est-ce qu'il y a une façon de générer un espace pour justement que ce soit pour rembourser la dette ou pour mettre de l'épargne de côté? Et il y a d'autres aspects dans la situation, actuelle où est-ce que vous pouvez déterminer pour voir si votre objectif est faisable. Et ça nous amène au deuxième point, où est-ce que mon projet est réalisable, oui ou non? La question ici est vraiment simple pour dire, bon, ben, en fonction de votre situation actuelle, de votre portrait financier actuel, est-ce que je suis capable de faire mon projet? La réponse oui, tant mieux. On va voir après. Si la réponse est non, il faudrait peut-être voir certaines situations, certaines stratégies pour faire en sorte que votre projet soit réalisable. Donc, si la réponse est oui, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête maintenant tout de suite. Si la réponse est oui, on passe au troisième point, où est-ce que, bon, parfait, on sait qu'on est en bonne position, on est en bon démarrage, mais est-ce qu'il y a des façons qu'on peut améliorer la situation du projet? Donc, par exemple, vous voulez acheter une maison. On va le voir tantôt, il y a un exemple, mais vous voulez vous acheter une maison, mais vous avez de l'argent dans votre compte bancaire. Donc, vous avez votre mise de fonds, prenons par exemple 50 000, il est dans votre compte bancaire. Donc, peut-être que, oui, parfait, vous avez votre mise de fonds, mais une des stratégies serait peut-être de maximiser, optimiser ce compte bancaire-là et transférer les sommes, ce qu'on appelle peut-être dans un CELI, peut-être dans un REER, tout dépendant du portrait de votre projet actuel. Donc, c'est sûr que j'ai mentionné REER et certains d'entre vous me disent « Ah, mais David, un REER, je ne peux pas sortir. » Il y a des façons qu'on peut sortir du REER aussi pour des projets concrets. On parle du régime d'accès à la propriété, le RAP. Alors, ça, c'est des stratégies qui font en sorte que, oui, vous avez votre mise de fonds, mais je pourrais encore améliorer ma situation parce que mon projet est réalisable puis je veux être encore en meilleure position financière. Si votre projet n'est pas réalisable selon votre situation financière, cela veut dire qu'on ne s'arrête pas là. Cela veut dire qu'on continue à mettre des stratégies en place pour que le projet soit réalisable. Donc, par exemple, si vous voulez vous acheter une maison puis vous n'avez pas de mise de fonds, alors il faut commencer à accumuler de la mise de fonds, donc mettre en place un système d'épargne et pour justement, selon le temps accordé que vous voulez vous acheter une maison, que ce soit dans 1 an, 2 ans, que vous avez assez de sommes pour mettre la mise de fonds. Donc, c'est pour combler tout écart entre la situation actuelle et les besoins du projet. Alors, puis c'est vraiment les 3 étapes primordiales, principales que tout planificateur financier a suivi une démarche pour venir en aide à des personnes comme vous qui ont des projets particuliers. Mais la beauté dans tout ça, c'est sûr que ça sonne simple, 3 étapes, mais comme vous et moi, on n'a pas seulement un projet, on a plusieurs projets. Et c'est là où est-ce qu'il faut s'assurer que tous les projets soient dans un sens réalisable ou qu'ils peuvent être réalisables, mais sans nécessairement venir empiéter dans une sphère ou dans une autre. Alors, par exemple, si je décide de partir prendre une année sabbatique, mais je veux m'acheter une maison, ben peut-être que les 2 projets sont réalisables, mais il faudrait revoir certaines priorités pour dire, ben peut-être ta maison, tu ne vas pas l'acheter en même temps que ton année sabbatique, mais peut-être que ça sera peut-être reporté d'1 an et tout ça. Donc, la beauté de la planification financière, c'est que vous avez
un ensemble, un tout, où est-ce que le planificateur financier peut vous aider, peut vous guider dans l'élaboration de tous vos projets sans nécessairement vous nuire dans un aspect ou à un autre. Donc, c'est sûr que si on regarde juste l'achat d'une maison, ça semble un peu simple. Mais encore là, parler à du monde qui ont acheté une maison, ils ont souvent des projets à court terme assez… tout se passe dans une année. Hein. Moi j'ai acheté ma maison, j'ai eu mon enfant en première année, puis le mariage a suivi, était aussi dans la même année. Donc, je vous dirais que mon portefeuille a subi des coups aussi, mais je me suis préparé. Alors, si on regarde un exemple pour l'achat d'une maison, je vous ai fait un petit détail, mais ça revient un peu de ce que j'ai dit tantôt. Donc, si vous avez un projet qui était de l'achat d'une maison, donc on évalue votre situation actuelle. On regarde, si, par exemple, si vous avez assez de mise de fonds, on regarde votre revenu, votre salaire, et on regarde votre épargne et votre dette actuelle. On va voir si vous avez, si votre projet d'achat d'une maison est faisable. Si oui, tant mieux. Est-ce qu'il y a des façons d'optimiser ce projet-là? Ou est-ce que si ce n'est pas faisable, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais revoir? Est-ce que ça serait mon objectif? Ou bien des stratégies comme, par exemple, épargner davantage, rembourser les dettes, parce que les dettes ont un facteur important dans l'équation, et chercher une maison dans une autre région. Donc, pourquoi je vous donne l'exemple de l'achat de maison? C'est parce que c'est le planificateur financier vous accompagne dans ce parcours-là. Ce n'est pas transactionnel. Transactionnel, je vous dirais, c'est courtier hypothécaire, c'est aussi, il vous accompagne là-dessus, mais le planificateur financier qui va vous aider à accumuler cette mise de fonds-là, trouver des stratégies optimales pour justement pour toute l'accumulation et le décaissement pour la mise de fonds. Alors, le planificateur financier a toutes les connaissances pour vous guider dans ce parcours-là d'achat de maison, et ça peut être aussi les autres types de projets. Alors, bien sûr, la maison, c'est ce qui nous, je vous dis, qui nous rassemble le plus, qui nous rejoint le plus ici, mais ça pourrait être aussi, par exemple, financer les études des enfants, ou dans certains cas, ça serait des petits-enfants. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui sont des grands-parents, mais un projet, ça pourrait être aussi financer les études des petits-enfants. Il y a des façons d'atteindre cet objectif-là. Alors, donc ça, c'est vraiment démarrer un projet, et un des projets qui est particulièrement, comment dire, intéressant et qui demande un petit peu plus d'amour, c'est partir en affaires. Alors, partir en affaires, je vous dirais, de plus en plus, on voit des jeunes qui osent s'aventurer, puis tant mieux, honnêtement, tant mieux, parce que moi, je n'aurais pas, j'ai pas l'audace de partir en affaires par moi-même, mais on voit souvent des fintech, des startups, des compagnies où est-ce qui sortent de nulle part, puis tant mieux pour eux, puis tant mieux aussi pour notre économie au Québec. Et c'était de déterminer comment puis-je partir en affaires, sachant que j'ai certaines idées innovantes. Donc, on fait souvent référence à l'intelligence artificielle dans les idées innovantes. Et surtout que dans les idées innovantes d'intelligence artificielle, ça requiert très peu de capital. Quand je parle de très peu de capital, tu as juste besoin d'un ordinateur. Mais tu as certaines affaires, partir en affaires, qui demandent un petit peu plus de capitaux. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de tantôt, où est-ce que c'est partir un restaurant. Donc, comme encore là, ce n'est pas impossible, même partir un restaurant, ça implique acheter de l'équipement. Alors, comment on peut faire pour rassembler, pour avoir plus de levier pour acheter de l'équipement? Alors, c'est là où est-ce que le planificateur financier peut vous accompagner. Donc, encore là, je dis le terme accompagner, c'est parce qu'il y a différents intervenants qui vont venir vous aider à partir en affaires. Donc, on va voir tantôt, c'est des intervenants qui sont plus spécialisés dans certains domaines. On parle de comptabilité, on parle de juridique, on parle de fiscalité aussi, mais le planificateur financier, qui est un généraliste, qui a des connaissances dans les différents champs de planification financière, va savoir un peu arrimer entre tous les intervenants, où est-ce que les intervenants sont très spécialisés dans ce domaine-là. Alors, prenons un exemple, OK? Puis moi, j'aime bien la restauration maintenant, parce que ça fait un jour, puis ça me manque déjà. Alors, deux amis de longue date décident d'ouvrir un café avec un système d'intelligence artificielle. Donc, amenons un petit peu les temps modernes maintenant. Alors, ils veulent un café avec une certaine intelligence artificielle qui peut faire ton café selon ton humeur. Alors, que tu sois de bonne humeur, tu voudrais un latte, que tu sois de mauvaise humeur, tu as besoin d'un espresso, ça te prend un petit peu plus. Alors,
ils ont défini leur plan d'affaires. Alors, ils ont déjà défini leur plan d'affaires et sont prêts à rentrer dans le marché. Alors, avec leur plan d'affaires, ils se questionnent. Donc, qui devons-nous consulter pour lancer notre entreprise? Tu as une idée phénoménale, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, qui devons-nous consulter pour lancer notre entreprise? Une autre question qui peut se demander, surtout en milieu d'intelligence artificielle ou technologique, c'est devons-nous faire breveter notre idée? Alors, breveter notre idée, c'est protéger nos droits sur notre idée innovante. Et dans un autre temps, où est-ce que ça serait de se protéger, on va venir tantôt, est-ce que c'est nécessaire de nous incorporer? L'incorporation, on dirait que pour plusieurs personnes, c'est un certain élément de prestige, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'incorporer pour dire que j'ai besoin de mon Inc? Alors, ça, c'est aussi autre point où est-ce que le planificateur financier peut vous aider. Et quelle est la meilleure façon d'obtenir du financement? Parce que partir en affaires, comme je l'ai dit tantôt, nécessite certains capitaux. Et si on a notre propre capital personnel, c'est tout à fait parfait. On est capable de payer nos propres affaires, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des façons d'obtenir du financement? Donc, oui, on va le voir tantôt que ça peut être aussi à l'interne, aussi à l'externe, et aussi faire ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, mais ça, c'est un peu plus loin. Avons-nous une protection pour un associé si l'autre devient malade, décède ou si nous n'entendons plus? Alors, quand je dis si nous n'entendons plus, ce n'est pas parce qu'on ne s'entend plus, mais bien sûr que s'il y a une chicane entre associés. Alors, tout ça va faire en sorte que le planificateur financier peut vous aider, peut vous accompagner dans toutes ces questions que vous avez. Et dans le cas, si vous avez besoin d'un spécialiste, il pourrait vous référer aussi. Donc, répondons à ces différentes questions pour ce genre de projet-là, mais bien sûr, ça peut aussi être applicable pour vos autres projets, que ce soit non seulement la restauration, mais que ce soit, par exemple, faire une entreprise à domicile aussi. Alors, quelques pistes de réflexion, parce qu'encore là, je ne peux pas répondre à vos questions spécifiques pour l'instant. On va revenir tantôt. Mais quelques pistes de réflexion pour répondre à ces questions-là, qui est très commun quand on se lance dans l'affaire, c'est de s'entourer de spécialistes. Encore là, le planificateur financier, un spécialiste générique, donc c'est un qui a quand même les connaissances de tous les volets des champs de planification financière, mais il faut s'entourer de spécialistes, donc spécialistes au niveau comptable, avocat, banquier. Donc, si vous devez breveter votre actif, votre projet, donc, c'est sûr que ça implique nécessairement un avocat dans le dossier. Alors, il y a des avocats qui sont puis pas n'importe quel avocat, puis c'est des avocats qui sont spécialistes dans ce domaine pour breveter les idées. On peut aussi voir, par la suite, il faudrait que si je commence en affaires, il faudrait peut-être que je fasse des états financiers. Donc, avoir un comptable aussi dans le portrait, si vous n'en avez pas un, mais des comptables, il y a des comptables qui sont juste au niveau personnel, mais au niveau entreprise, pour s'assurer d'avoir le maximum de déduction, le maximum de crédit aussi, c'est très important. Alors, savoir avoir un bon comptable et un banquier aussi, parce que le planificateur peut être un banquier, mais il y a des planificateurs qui ne sont pas banquiers. Donc, avoir un banquier pour s'assurer qu'on a les bons comptes d'entreprise qui sont propres à vous. Donc, définir le statut juridique aussi. On peut, puis tantôt, on a dit, est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer? La réponse est que ça dépend. Alors, ça dépend de votre situation, mais il y a différents types de statuts juridiques pour démarrer son entreprise. On peut opérer personnellement. On peut opérer sous un nom collectif, une société en nom collectif, une société de personnes, une société par action aussi, qui est une société par action qu'on fait communément référence à une Inc. Alors, on peut aussi définir la structure de capital. Puis quand on fait de structure de capital, c'est déterminer le mode de financement, que ce soit interne, externe ou capitaux propres. Donc, est-ce que je devrais chercher l'argent de mes propres poches ou je devrais demander à ma banque de me prêter de l'argent? Donc, c'est sûr qu'en entreprise de démarrage, c'est un peu plus difficile de justifier que j'ai besoin de 100 000 $ pour acheter de l'équipement. Donc, il y a des façons qu'on peut demander un prêt
mais même si vous avez très peu d'argent. Donc, il faut regarder avec, généralement, c'est le banquier, mais il y a des façons de mettre en collatéral certains éléments d'actifs pour justement avoir un prêt et non seulement prendre de l'argent personnel. Capitaux propres, on peut demander à des investisseurs de s'introduire dans notre compagnie pour dire en échange de je te donne 10%, mais j'ai besoin de 100 000 $. Donc, l'œil du dragon. Si vous voulez, vous pouvez aller dans l'œil du dragon, mais c'est des capitaux propres. Alors, mais aller à l'œil du dragon, ça, je vous dirais, je vais vous écouter parce que j'ai hâte de voir votre idée. Alors, avoir un mandat de protection. Le planificateur financier va vous suggérer d'avoir un mandat de protection pour vous protéger. Puis pas pour protéger vous, non seulement vous, mais aussi protéger l'entreprise pour qu'elle assure une certaine continuité. Donc, c'est sûr qu'on est malade, l'entreprise ne roule pas nécessairement comme on veut. Alors, un mandat de protection peut aider à faire ça. Convention entre associés pour assurer la continuité des opérations. Et en cas de décès aussi. En cas de décès, c'est de dire, ben, j'aimerais ça que ma compagnie continue parce qu'on est c'est sûr, après le démarrage, on a un roulement, puis on veut que ça continue, mais on peut s'assurer qu'il y a une certaine continuité des opérations lors d'un décès prématuré si on aurait un décès d'un des associés. Donc, partir en affaires, c'est quelques pistes, que ce soit en restauration, que ce soit en technologie ou que ce soit j'essaie de partir un salon de coiffure. Désolé, c'est des trucs que j'ai écoutés à la radio ce matin. Là. Alors, ça serait quand même les pistes de réflexion que vous pouvez avoir. Donc, quand on parle de projet aussi, parfois les projets, ça implique un certain levier. Donc, on parle de levier, on parle de dette. Alors, au cours de notre vie durant, on a accumulé des dettes. En fait, si vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. Alors, mais il y a une façon de prioriser des dettes. Alors, les dettes, on en a de toutes sortes. Il y en a autant de types de dettes que de types d'épargne. Alors, il y a des types de dettes, vous les connaissez sûrement, il y a les hypothèques, les marges de crédit, les cartes de crédit, les prêts privés. Donc, tout ce sont des montants que vous avez reçus dont vous n'aviez pas. Mais en fonction de comment rembourser sa dette, je vous dirais que tous ont des caractéristiques différentes. Alors, on parle de coût d'emprunt. Alors, coût d'emprunt qui est généralement, qui coûte, il y en a qui coûtent plus cher. Alors, en règle générale, je vous dirais qu'il faudrait rembourser celui qui coûte le plus cher. Alors, le plus cher, vous avez ici, en priorisé en ordre de vos dettes, je vous dirais que c'est quand même assez en ordre de coût d'emprunt. Alors, les coûts d'emprunt qui sont les plus chers, c'est les prêteurs privés, les prêts rapides. Donc, on voit souvent des publicités un peu, quand je prenais le métro, là, il y a l'urette, là, mais quand je prenais le métro, on voyait des prêts, obtenez 500 $ rapidement, obtenez 1000 $ en 24 heures. Donc, souvent sans enquête de crédit. C'est des petits montants, mais ces prêts-là ont un coût d'emprunt assez élevé. Alors, rembourser ça le plus rapidement possible. Les cartes de crédit aussi ont un coût d'emprunt très élevé, mais vous allez voir que ça coûte moins cher que les prêteurs privés. Et on va du plus petit aussi, prêt personnel, marge de crédit hypothécaire, marge de crédit, excusez-moi, et après ça, les hypothèques, on va du taux le plus élevé au plus petit. Et on a les prêts étudiants. Donc, lorsqu'on commence en carrière, on a aussi des prêts étudiants. Donc, et pour plusieurs étudiants, qui ne sont plus étudiants, mais pour plusieurs jeunes travailleurs, c'est un fardeau psychologique. Puis c'est là où est-ce qu'on devrait, on connaît le dicton qui paye sa dette s'enrichit, mais est-ce qu'on devrait prioriser le remboursement de notre prêt étudiant? Là, c'est là où est-ce qu'on va venir que peut-être que pas, parce que les prêts étudiants ont certaines caractéristiques fiscales où est-ce que, en fait, le taux d'intérêt que vous payez est en fait moindre. On va le voir tantôt. Et la règle générale, c'est de prioriser le remboursement des dettes personnelles par rapport aux dettes d'affaires dont les intérêts sont généralement déductibles du revenu. Alors, déductible du revenu, ça veut dire que vous pouvez mettre les intérêts dans votre rapport d'impôt. Généralement, pour les prêteurs privés, cartes de crédit, c'est très dur de mettre des intérêts dans le rapport d'impôt, mais si c'était pour but de générer du revenu, vous pourriez le faire. Mais ceci étant dit, je ne veux pas m'éterniser sur la déduction des intérêts. La seule chose qui est quand même assez commun pour un nouveau travailleur, un jeune carriériste, c'est les prêts étudiants où est-ce que tu as certains crédits d'impôt qui peuvent être utilisés dans la déclaration de revenus. Pour vous donner une idée de grandeur, OK? Comment rembourser sa dette en ordre de priorité? C'est que oui, vous avez les taux d'intérêt, mais il faut regarder aussi la capitalisation, la fréquence des capitalisations du prêt.
Donc, tous n'ont pas le même fréquence de capitalisation. Donc, si vous regardez dans les conventions de prêt, que ce soit votre carte de crédit ou votre hypothèque ou votre marge de crédit, vous avez toujours les annexes qu'on n'aime pas lire. Alors, même chose pour les cartes de crédit, c'est toujours en petit. Et même regardez, si vous avez déjà regardé les annonces d'auto, puis vous regardez les notes, les petites notes là, en bas, là, on a toujours le taux d'intérêt. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est nécessairement, à première vue, c'est la fréquence de capitalisation. Puis c'est là qu'il faut regarder dans toutes les annexes et les caractères petits, c'est que la fréquence de capitalisation vient influencer le vrai coût d'emprunt. Je vous donne un exemple. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit, on en a tous une. On sait que ça coûte très cher pour les taux d'intérêt. On essaie le meilleur possible de rembourser le solde à chaque mois. Mais s'il reste un solde, il y a un taux d'intérêt de 19 %. Mais en réalité, ce n'est pas un 19 % réel. C'est parce que la fréquence de capitalisation est mensuelle. Donc, le 19 %, c'est pour une année. Mais si la fréquence de capitalisation est par mois, bien, vous pouvez voir à l'écran, le vrai coût d'emprunt, c'est 20,75. Je vais vous faire grâce de toute la mathématique en arrière, mais comme il faut regarder la fréquence de capitalisation. Plus il y a de périodes de capitalisation, plus le coût d'emprunt est élevé. Prenons par exemple un prêteur privé, la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, le même taux d'emprunt de 19 %, ce qu'on appelle ça un taux d'équivalent annuel, un APR en anglais, mais la fréquence de capitalisation est quotidienne. Alors, contrairement à la carte de crédit, le vrai coût d'emprunt est plus élevé. Donc, il est 20,92. Pourquoi? Parce qu'on a plus de périodes qui va calculer le taux d'intérêt. Donc, en réalité, c'est qu'on paye des intérêts sur des intérêts. Donc, plus que de périodes, plus qu'on paye des intérêts sur des intérêts. Alors, vous pouvez ici voir les différences entre le prêt personnel et hypothèque et le prêt étudiant, comme je l'ai mentionné tantôt. Si on regarde la différence entre le prêt étudiant et l'hypothèque, qui ont le même taux d'intérêt, le bénéfice avec le prêt étudiant, c'est qu'il y a un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt qui vient réduire le vrai coût d'emprunt malgré qu'il y a une fréquence de capitalisation plus élevée que l'hypothèque, ce qui nous donne un taux annuel effectif pour un prêt étudiant de 2,75. Alors, quand même très intéressant pour un étudiant qui a un taux d'emprunt puis qui se demande s'il doit rembourser sa dette, oui ou non. La réponse est « ça dépend ». C'est parce que si vous n'avez plus d'autres dettes, mais vous avez juste le prêt étudiant, bien, tout avantage de garder le prêt étudiant, de rembourser le prêt étudiant. Encore là, qui paye de dette s'enrichit. Mais la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que je dois rembourser ma dette ou je dois épargner? Alors, il y a plusieurs variables dans cette équation-là et je vous dirais que consultez votre planificateur financier là-dessus. Alors, il y a différentes variables. Donc, le taux d'imposition marginal actuel, donc sachant que peut-être que l'étudiant, pas l'étudiant, le nouveau carriériste n'a pas son revenu à son plein potentiel, je vous dirais que peut-être que son taux d'impôt est très bas. Alors peut-être que, sait-on jamais, ça serait intéressant d'épargner. Et surtout le côté du décaissement aussi. On parle du taux d'imposition du bénéficiaire au décaissement, du régime d'épargne-études, la durée de la comparaison. Donc, pour concrétiser nos projets à court, moyen, long terme, c'est sûr que plus on a du temps, mais meilleur que le rendement sur l'actif serait meilleur. Alors, ça devient à l'autre point. Le taux d'emprunt aussi et le capital disponible. Donc, rembourser les dettes ou l'épargne, c'est une question que je vous dirais qui est très, très demandée, par tout le monde, donc par vous. Et que là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai une hypothèque ou j'ai une marge de crédit, mais sachant que la bourse a bien fait cette année, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, je vous dirais que je n'ai pas la réponse pour vous actuellement, mais je vais vous référer à un outil de l'IQPF qui est vraiment disponible pour tout le monde. Vous avez le lien ici, puis je vous encourage de faire l'exercice pour vous. Donc, qui est de dire, bon, en fonction de mes sommes à moi, donc vos sommes à vous, pas mes sommes, mais vos sommes, est-ce que je devrais cotiser à mon REER, est-ce que je devrais cotiser à mon CELI ou bien rembourser mon hypothèque? Alors ici, vous avez vraiment un exemple, mais faites-le propre à vous. C'est un exercice qui est quand même assez intuitif à rentrer les chiffres. Et si vous avez besoin d'interpréter les résultats, vous consultez votre planificateur financier. Et prenons un exemple entre le CELI et l'hypothèque. Donc, le CELI, si on met 5 000 pour ceux qui ont écouté la conférence de Nathalie Bachand, ma collègue, vous savez que c'est un régime qui est à l'abri de l'impôt. Donc, après un certain temps, avec un taux de rendement de 3,5 %, on aurait
un montant accumulé de 8 376. Mais si on rembourse l'hypothèque, mais sachant que mon taux hypothèque est à 4 ben, j'aurais l'équivalent, j'aurais un solde de 9 000 $. Donc, dans ce cas-ci, ça serait mieux de rembourser l'hypothèque que de le mettre dans le CELI. Mais c'est sûr qu'avec les hypothèques en cours, où est-ce que les taux d'intérêt sont quand même plus bas que 4 c'est sûr que vous pouvez mettre votre vrai taux hypothécaire. Mais encore là, les rendements, mais personne ne connaît le rendement futur. Ce que vous devez mettre ici, c'est le rendement selon les normes de l'IQPF, donc selon votre profil d'investisseur. Il y a un guide à l'intérieur pour vous aider à mettre le taux de rendement, mais si vous voulez aller, oser sur le taux de rendement, vous pouvez faire l'illustration, mais je vous dirais que ce n'est pas un exercice quand même très difficile. Mais le rendement, il faut utiliser un rendement raisonnable puis utiliser le rendement qui est proposé par l'Institut québécois de planification financière qui va des rendements selon des projections, selon des calculs actuariels. Alors encore là, je conclus. Alors, si vous avez différents types de projets, c'est réalisable. Il faut juste s'assurer que si vous avez plusieurs projets, que tout s'arrime en même temps et que si vous avez des dettes ou des épargnes, de savoir de qu'est-ce qu'il faut prioriser en premier. Est-ce que c'est le remboursement de dettes? Est-ce que c'est comment épargner? Et par la suite, bien, tout ce que je peux vous dire, c'est rencontrer votre planificateur financier pour vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets. Alors sur ce, je passe la parole à mon collègue Simon pour les questions. Merci David, c'était très, très intéressant. En fait, puis j'ai aimé aussi que tu as parlé de l'outil qui était disponible sur le site planifieux.org. Je rappelle à tous les participants que vous allez recevoir la présentation via courriel en PDF. Et donc, le lien va être disponible dans la présentation. Vous allez pouvoir avoir accès justement à l'outil dont David nous parle pour voir si c'est quel genre de dette qu'on devrait privilégier, qu'est-ce qu'on devrait rembourser en priorité. Donc, j'ai reçu quelques questions, fait qu'on va procéder avec la première question. David, j'espère que tu es prêt. Let's go! Parfait. Alors, la première question provient de Francis. Alors, je lis ça. Si tu as des questions, David, on va peut-être pouvoir vulgariser un peu. Salut, je suis travailleur autonome dans le domaine de la musique et je veux commencer à me construire un parc immobilier tranquillement. Oui. Devrais-je séparer les deux projets? Ça, c'est la première question. La deuxième question, m'incorporer pour mon parc immobilier? Point d'interrogation. Ou je suis travailleur autonome et je mélange le tout. Quelle est votre opinion? Merci. C'est une très bonne question, Francis. Puis c'est pour quelqu'un qui démarre en projet, c'est sûr que tout normalement roule à 100 000 à l'heure. Alors, le fait de s'incorporer ou pas, je vous dirais que c'est une question qui va venir, mais qui n'est pas nécessairement venir à prioritaire. Je vous dirais que dans toutes les autres sphères, tout dépendant du parc immobilier, à moins que vous me dites que vous allez acheter un 50 portes d'ici demain, là, mais si c'est un triplex, puis là, par la suite, vous voulez augmenter tranquillement par suite. Donc, l'incorporation n'est pas nécessairement, si on ne le fait pas aujourd'hui, qui n'est pas impossible demain. Ce qui veut dire qu'on peut toujours s'incorporer éventuellement dans le futur. Comment procéder au parc immobilier? Bien, c'est sûr qu'il faut commencer avec un certain financement. C'est ça la question, la première question, c'est ça? Simon? En fait, la première question, c'était devrait différer. Oui, c'est ça. Oui. Donc, que vous êtes travailleur autonome, donc tout dépendant que vous êtes travailleur autonome, vous remplissez dans votre propre déclaration vos revenus de votre profession. Que vous avez un parc immobilier que vous mettez ensemble, c'est sûr que ça sera dans votre propre déclaration, mais ça sera tout différencié. Donc, si vous regardez votre propre déclaration, il y a toujours une section où est-ce que c'est l'état des revenus, des résultats pour les immeubles. Alors, ça va, même si vous pensez que c'est tout ensemble, c'est en fait dans votre déclaration, c'est tout séparé. Mais ce que je vous dirais, un conseil là-dessus, c'est que toutes les dépenses que vous faites, autant que votre profession de musique ou votre parc immobilier, que vous agiez un registre de toutes les transactions. Donc, tout doit être séparé, mais peut être ensemble. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. C'est qu'il faut avoir un registre. Et si vous connaissez l'outil Excel, c'est un excellent outil pour commencer avec ça. Donc, tout séparer les différents projets. Mais c'est sûr que mettre tout dans le même panier, c'est là où est-ce que ça devient un peu plus compliqué pour faire son propre suivi et par la suite, à la fin de l'année, pour justifier au gouvernement sur certaines transactions qu'on a faites durant l'année.
Parfait. Merci, David. Je pense que c'est très clair. Merci, Francis, pour la question. Alors, la deuxième question, c'est plutôt un commentaire. C'est Aïssa qui dit très clair, David, merci beaucoup. Bien, merci. Alors, voilà, le message est transmis. Prochaine question, c'est une question qui provient d'Alexandre. Dans votre pratique, quel est l'objectif que vous croisez le plus souvent pour les gens de 40 ans et moins? Et quelle stratégie revient le plus souvent? Mon Dieu. Pour les 40 ans et moins, je dirais que le premier projet que je vois, comment dire, puis je me mets dans le moule aussi, là, vous avez un peu l'idée de mon âge là, maintenant, mais c'est vraiment l'achat d'une maison. Puis je vous dirais que sur ceux qui ont 40 ans et moins, je vous dirais que sont très à l'aise avec les Instagram, puis tu peux voir les différents projets qu'ils ont accomplis, que ce soit avec la maison, que ce soit avec les projets de faire des enfants aussi. Donc, toute la préparation, je vous dirais que c'est quand même assez commun pour les moins de 40 ans. Le côté de partir en affaires pour les moins de 40 ans, c'est vraiment une niche très particulière, mais ce n'est pas la majorité des moins de 40 ans. Je vous dirais la majorité des moins de 40 ans, c'est vraiment d'avoir une bonne base fondamentale pour les prochaines années à venir. Donc, avoir une maison, avoir un bon pied à terre, construire leur famille et tout ça. OK, parfait. Merci, David. D'ailleurs, la fin de ton explication rejoint un peu la prochaine question qui provient de Karine. C'est pourquoi, selon toi, il y a plus d'entrepreneurs dans les jeunes générations aujourd'hui, les moins de 40 ans? Pourquoi il y a plus d'entrepreneurs qu'il y avait là 10 ans ou 20 ans avec les anciennes générations? Ben, je vous dirais que ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. C'est sûr que je ne suis pas dans tout le marché québécois pour savoir qu'est-ce qui se passe, là, mais une des effervescences dans notre actualité aujourd'hui, c'est vraiment le côté technologique puis l'aisance de se partir en affaires. Donc, que le côté technologique, ça demande moins de capitaux. On a vu là, récemment avec toutes les fintechs, le monde s'improvise, je dirais pas s'improvise, mais a beaucoup plus de liberté à commencer leur propre entreprise, surtout en fintech. Mais ce qui concerne en restauration ou en d'autres projets où est-ce qu'ils demandent un petit peu plus de capitaux, je ne dirais pas que la tendance a diminué, a resté pareil, mais encore là, il s'agit que ce soit une simple passion. Donc, c'est juste la passion qu'on veut se partir en projet. Il y a du monde qui décide d'ouvrir une clinique. Alors, c'est aussi partir en affaires, mais plus ou moins, ça c'est vraiment ma perception, il y en a plus, mais je dirais que c'est plus dans le côté technologique que dans les autres sphères de différents types d'affaires. Parfait. Merci beaucoup, David. Donc, là, juste, j'allais aller plus loin. OK, je viens d'avoir, excuse-moi pour le délai, c'est que je viens de voir un message intéressant dans le chat. Ah, OK. Effectivement, il semble y avoir beaucoup d'entrepreneurs à l'écoute sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, juste un petit rappel, puis par rapport au 13 octobre, le planificateur financier Hugo Lehoux va parler justement des travailleurs autonomes. Donc, tous ceux qui sont en affaires, là, qui veulent savoir qu'est-ce qui est bon à déduire ou pas déduire ou quel genre de stratégie qu'on peut utiliser. Le webinaire du 13 octobre risque d'être très intéressant pour ces gens-là. Puis j'ai aussi un autre message ici dans le chat. Sur la page Facebook de l'EQPF pour revoir ou partager le webinaire. Oui, s'il y a pu le voir. OK. OK, parfait. Donc, et puis aussi, étant donné que le webinaire d'aujourd'hui s'adresse beaucoup aux jeunes 40 ans par rapport aux finances, il y a le site d'éduquepargne.ca qui peut être intéressant aussi pour ces gens-là. D'ailleurs, Éduquepargne lance une campagne aujourd'hui pour les 18-35 ans. Donc, je vous invite à visiter le site Internet d'Éduquepargne. Ici, j'ai un autre message. Merci, David. Quel taux de rendement sur investissement et l'inflation on devrait utiliser? Là-dessus, je vous dirais, je préférais
les planificateurs financiers utilisent les normes de l'IQPF. Donc, les normes de l'IQPF sont publiques à tout le monde. Vous pouvez consulter le document vous tapez sur Google normes IQPF 2020 et sont mises à jour annuellement. Donc, vous avez, si vous vous demandez la question, quel rendement je dois utiliser, quelle inflation je dois utiliser, allez regarder les normes de l'IQPF et vous avez les rendements que vous pourriez utiliser pour vos projections. Donc, selon votre profil d'investisseur et votre inflation, par exemple, l'inflation, on dit que pour les années à venir, pour les plus de 10 ans à venir, c'est autour de 2 %. Ça vous donne une idée, mais c'est mis à jour annuellement. Parfait. Merci, David. La prochaine question, ça va être la dernière. J'en ai plusieurs questions. Par contre, dans le but de respecter le celle-ci va être la dernière et ensuite, on va passer à la dernière étape de la présentation. La question, elle vient de Cédric. Si j'ai réussi à accumuler un peu d'épargne et j'ai un prêt auto pour encore 60 mois et un prêt étudiant que je dois commencer à rembourser au cours des prochains mois, je mets mes économies sur le prêt étudiant, mais comment le remboursement sera-t-il traité? Dans le fond, la prochaine question, la prochaine partie de la question, c'est plutôt capital versus intérêt. OK. En fait, je vous dirais que si vous avez j'essaie bien de saisir la question, mais si vous avez un choix, parce que le prêt étudiant, il y a toujours un délai de grâce après la fin des études pour rembourser le prêt et le taux d'intérêt, il est en conséquence avec l'institution financière. En ce qui concerne votre prêt auto, c'est là où est-ce que votre prêt auto, ça peut être, puis je sais qu'il y a des promotions en cours, là, des 0,99, des 1,99, mais encore là, il faut déterminer c'est quoi le vrai coût d'emprunt. Alors, est-ce que c'est mieux qu'après toute déduction faite, est-ce que le prêt étudiant demeure le coût le plus élevé? Donc, je vous dirais continuer comme ça pour rembourser votre prêt étudiant et même peut-être rajouter du capital, rembourser, en accélérer votre prêt étudiant. Mais encore là, regardez le prêt auto parce que le prêt auto a plusieurs facettes à regarder. Il faut regarder aussi la période d'amortissement puis la période fin de location de l'auto parce qu'il y a toujours un résiduel. Ce n'est pas toujours clair, les prêts auto. Hein? Alors, ce n'est pas comparer des pommes et des pommes. Il faut tout remettre en même base et faire la comparaison. Là-dessus, je vous dirais que c'est une très bonne question, mais je ne pourrais pas vous répondre pour l'instant parce que ça demande un petit peu de calcul. OK. Cédric a ajouté une partie à la question. Il dit que le taux d'intérêt, c'est 7,5 %. Sur le prêt auto? Je dois commencer à rembourser au cours de prochain, j'ai même mes économies. Je pense que oui, il dit que oui. 7,5 %, c'est sûr que je vous dirais que payer ça le rapidement possible sur un prêt auto. C'est la première chose. Mais encore là, l'exercice va revenir au même. Il faut comparer le prêt étudiant et le prêt auto. Alors, comparer avec la même base sur le prêt étudiant, j'ai droit à des crédits. Regardez la présentation, vous pouvez un peu déduire qu'est-ce qu'il y en est là, si vous êtes un peu à l'aise avec les mathématiques. 1 + 1 est égal à 2. Alors, puis par la suite, vous pouvez déterminer qu'est-ce qui me coûte le plus cher entre les deux, puis prioriser le remboursement de cette dette. OK, parfait. Cédric fait dire merci beaucoup. Moi aussi, je te remercie, David. C'était excellent comme réponse. Puis, c'est juste que je vais enchaîner à la prochaine section, étant donné que le temps file. Alors, pourquoi... non, attendez un instant. Désolé pour ça. On va revenir. Alors, pourquoi travailler avec un planificateur financier? Bien, je pense que David y a bien répondu à travers sa présentation. Les gros avantages d'un planificateur financier, c'est que le planificateur financier va être en mesure de chapeauter votre situation financière. Donc, c'est un peu un corps arrière au niveau des finances personnelles. Un planificateur financier a d'excellentes connaissances en comptabilité, en finance, en retraite, ainsi qu'en succession et en droit familial, puis j'en oublie. Mais le planificateur financier a toutes ces connaissances-là. Et le gros avantage du planificateur financier, c'est qu'il est capable de faire l'intégration de ces différentes situations personnelles-là pour le client ou la personne qui est assise devant lui ou elle. Et cet avantage-là, ce que ça mène à apporter des stratégies qui vont être bonnes pour chacune des situations. Et on va éviter d'avoir une stratégie qui est bonne pour une situation et qui peut avoir un effet négatif sur une autre situation. Donc, ça m'amène à vous parler du répertoire qui est disponible sur le site de l'IQPF.
Pour trouver un excellent planificateur financier comme David, je vous invite à aller sur le site de l'IQPF et à trouver ce répertoire-là. Tous les planificateurs financiers qui sont inscrits au Québec sont sur le répertoire de l'IQPF. Et c'est une liste qui est mise à jour de façon hebdomadaire. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui quitte la profession ou quelqu'un qui arrive dans la profession, la mise à jour est faite très rapidement. Donc, je vous invite à l'utiliser pour justement avoir cette information-là. Le prochain webinaire dans notre série de l'IQPF qui s'appelle l'IQPF s'invite chez vous va avoir lieu le 6 octobre. Et c'est avec Sucy Galvez qui va nous parler du décaissement à la retraite. Comment bien décaisser au bon moment pour bien profiter longtemps de votre retraite. Ça va avoir lieu le 6 octobre à 10 h, donc c'est la même heure. Pour vous inscrire, je vous invite à aller sur le site de l'IQPF. En fait, c'est l'autre site, c'est pas iqpf.org, c'est plutôt planifier.org, où ce que vous allez pouvoir vous inscrire au prochain webinaire. Donc, on est rendu à la fin. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour le webinaire. Je pense que c'était fort intéressant. David nous a mis sur plusieurs bonnes pistes là, pour trouver un planificateur financier et apporter aussi des stratégies qui sont vraiment intéressantes pour les 40 ans et moins. Je vous rappelle que le vidéo va être disponible sur le site, plutôt sur la page Facebook de l'IQPF. Donc, vous allez pouvoir le revoir ou sinon le partager. Et tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui au webinaire vont avoir accès à la version PDF qui va être envoyée via courriel. Donc, merci encore une fois d'avoir été présent et je vous souhaite une très, très belle journée et à la prochaine.